les côtés. Donc, la FRGDA, vite fait, c'est un réseau de 2000 exploitations à peu près, répartis comme je vous l'ai dit, et avec des productions diversifiées, bio, conventionnelles, etc. Et surtout, une volonté, un ADN de vouloir faire par eux-mêmes un peu, d'avoir une autonomie de décision et de construire des projets dans un réseau de groupes. C'est des collectifs de groupes qui se constituent pour travailler ensemble. Voilà, petite explication du protocole d'utilisation. Donc, je suis accompagné de ma collègue Anne du CETA, qui est aux manettes un peu au niveau logistique et qui interviendra aussi avec le témoignage de Maxime. Et moi, j'animerai le témoignage de Fabrice et de Tiffaine. Voilà, donc la petite logistique que Anne va afficher à l'écran. Je vous demande de patienter 2 secondes. Voilà. Alors, merci de couper vos micros de votre côté pour que ce soit audible et intelligible. On préfère faire comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, coupez vos micros. Pour mettre en affichage l'intervenant, vous cliquez donc sur le haut au niveau d'affichage, affichage intervenant. Et en fait, pour plus de clarté, les questions, vous pouvez les écrire sous forme de chat en cliquant sur chat. Donc là où est la flèche que Anne nous indique en bas. Donc cliquez sur chat et vous pourrez écrire vos questions qu'on fera remonter après les 3 témoignages qui vont se succéder. Je pense avoir tout dit là-dessus. Donc 3 groupes, 3 témoins. Et le premier témoin, ça va être Maxime, donc qui va donc nous donner un petit peu sa manière de voir les choses, le fonctionnement de son entreprise par rapport aux attentes, aux différentes attentes qui viennent de la société d'ailleurs. Maxime, je t'invite à prendre ma place. Hein, et puis, Anne va donc interagir avec toi pour alimenter le débat. Merci. Ok. Maxime, bienvenue. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter, toi et ton exploitation, pour que les intervenants et participants puissent mieux comprendre qui tu es et d'où tu viens? D'accord. Donc, Maxime Pilorget, je suis agriculteur à Ilifaux, une petite commune des Côtes d'Armor, située à la frontière du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine. Je suis en exploitation avec ma maman, associée, et on a une salariée à temps plein. Donc, la ferme compte 90 vaches laitières. On livre à peu près 850 000 litres en laiterie. On a 108 hectares de terre, répartis sur à peu près 48 hectares d'herbe, 30 de maïs, 28 de céréales à paille et 2 de betteraves. Et aussi, on a aussi un atelier de 450 places en engraissement de porc, en charte qualité porc sans antibiotiques et sans OGM. Ok, très bien, précis et concis. Autre question maintenant, comment as-tu fait évoluer ton système au cours de ta carrière et pourquoi et comment ça s'est passé tout ça? Ouais. Donc, grosso modo, pour résumer un peu ma carrière, ma jeune carrière d'agriculteur, donc de 2010 à 2014, on a eu des différentes phases sur l'exploitation. Hein. Donc, il a fallu regrouper les 2 exploitations, parce que je me suis installé sur l'exploitation d'un tiers, avec celle de mes parents. Il a fallu effectuer des différents travaux, pallier au décès de mon papa. C'était assez brutal, donc on a dû se réorganiser au niveau de la main-d'œuvre. Et donc, pendant toute cette période-là, j'étais un peu tête dans le guidon, et j'ai un peu mis de côté mes objectifs d'installation, j'ai envie de dire. Et donc, en 2014, l'hiver 2014-2015, quand j'ai fait le point sur les 4 années passées, je me suis dit, mais bon sang, je fais vivre beaucoup de monde autour de moi. 2014, pour petit rappel, c'était une bonne année laitière. Et la trésorerie, il n'y en avait pas plus que ça sur le compte. Et j'étais complètement à côté de mes pompes au niveau de mes objectifs agricoles. Quels étaient ces objectifs du coup? Mes objectifs, donc quand je me suis installé en 2010, je me suis dit, je veux avoir une exploitation respectueuse de l'environnement, mais qui associe à la fois une agriculture écologique et productive.
Et donc, pendant cet hiver-là, je me suis renseigné un peu à droite à gauche sur les sites internet, sur différents articles de presse, et pour savoir comment je pouvais mettre ça en place sur mon exploitation. Et cette année-là, le CETA 35 dont je suis adhérent organisait un intergroupe ouverture laitière sur l'Europe. Et c'était cette année-là en Bavière, en Allemagne. Une agriculture qui ressemble grosso modo à la nôtre, un peu familiale. Donc vous êtes allé là-bas? Oui, on est allé là-bas avec les adhérents CETA 35. Et là-bas, on a visité une exploitation où il a tourné en lait, où il avait une ration avec beaucoup d'herbes, base herbe dans sa ration. Et il était producteur d'énergie, donc il conciliait production, environnement, et donc ça m'a relativement marqué. Et 15 jours après, là cette fois-ci avec le groupe Garin, dont je suis adhérent, on avait choisi une visite extérieure, et c'était sur l'exploitation d'Anton Ziegler dans l'Orne. Et là, clairement, j'ai découvert une exploitation où il cultivait sur sol vivant, il nourrissait ses vaches avec les produits de sa ferme. Il y avait une autonomie en protéines et des résultats techniques qui collaient. Et donc, je me suis inspiré un peu de ces deux exploitations-là pour créer la mienne. Ok, et concrètement, du coup, tu as changé quoi? Concrètement, avant, on va dire en 2014, c'était un système tout ce qu'il y a de plus traditionnel. C'était des rations maïs-soja avec achat de luzerne d'Asie, un peu de pâturage. Et aujourd'hui, ça a complètement renversé la donne. Donc, j'ai remis de l'herbe et de l'accès au pâturage à mes vaches. J'ai mis en place des prairies de fauche. Et donc, la part de maïs en silage a très fortement diminué parce que cette année, je n'ensile pas de maïs en silage, entière, du maïs épi. Et donc voilà, j'ai arrêté le labour. Et donc aujourd'hui, je suis en TCS et je vais vers le semi-direct. Toutes mes cultures d'automne, céréales à paille, sont implantées en semi-direct. Voilà, les étapes, c'est fait par étapes. Donc, si je résume, tu t'es orienté vers une exploitation qui produit, avec des prairies où les vaches sortent, voilà, en produisant de la protéine en plus, oui, en réduisant la surface en maïs, voilà, et en plus avec du sans labour. Voilà. Donc, tout ça en 5 ans. Voilà, ouais. Moi, quand je fais les choses, j'essaie de mettre les grands moyens. Et donc, du coup, l'autonomie en protéines, je l'ai eu via les prairies de fauche et via les métaux protéagineux dérobés avant maïs. Et donc, en mettant ça en place, j'ai réduit quand même fortement l'achat de soja, dans le but aussi de moins dépendre des sojas, on va dire, outre-Atlantique, le soja OGM. Donc, on voit bien dans les attentes sociétales, on veut pas moins d'OGM, on veut moins de produits phytosanitaires. Et donc, je pense que je suis en corrélation face à ces attentes-là. D'accord. Donc, par rapport aux attentes sociétales, le thème de la conférence, donc, c'est être moins dépendant en protéines, acheter moins d'OGM. J'en ai loupé peut-être. Est-ce que tu peux me redire un petit peu en quoi ton système correspond bien aux attentes? Dans mon système, donc j'ai remis, à l'époque, j'avais grosso modo 25 hectares de prairies. Il faut savoir que la prairie, c'est le premier écosystème qui stocke du carbone après la forêt. Donc, on répond à des exigences en matière de réchauffement climatique. Et en mettant des prairies dans ma rotation, donc je stocke du carbone, et de deux, je suis moins dépendant des protéines extérieures. Je fais des fauches précoces et j'incorpore ça dans la ration des laitières. Et voilà, donc on utilise aussi moins de phyto, forcément, puisque on ne met pas le pulvé, on met pas les produits phytosanitaires sur les prairies. Donc la liste de fréquences de traitement a fortement baissé aussi. Ok, pas mal de choses du coup qui rejoignent tout ça. Est-ce que tu peux me dire en fait pourquoi tu prends en compte les attentes sociétales? Qu'est-ce qui te motive maintenant? Qu'est-ce qui me motive? Déjà, moi personnellement, c'est plus une agriculture en laquelle je suis en phase. Et autre point, c'est donc j'ai beaucoup d'amis qui sont hors agricole, et quand on discute avec eux, oui, qu'est-ce que tu fais pour l'environnement? Est-ce que tu utilises des produits phyto, machin? On voit que la population
a des attentes par rapport à ça. Et par rapport aux pratiques que je fais, donc je suis plus en corrélation avec ça. J'ai moins de produits. Ok. Attente sociétale, est-ce que ça t'apporte d'autres choses? Parce que ce n'est pas que pour les consommateurs ou la société que tu fais ça, j'imagine. Ah non, bien sûr, c'est pour moi. Hein. Donc, comme j'ai dit au début, en 2014, quand j'ai fait le point sur les 4 années passées, je me suis rendu compte que financièrement, c'était un peu tendu. Et donc, avec la mise en place d'un système comme je l'ai fait, en étant moins dépendant de l'extérieur, j'ai pu reconstituer de la trésorerie sur mon exploitation tout en gardant des performances techniques à la hauteur de mes exigences. Ok, donc avec ton système, les performances techniques, je pense qu'il y a des éleveurs qui nous regardent, ils seraient curieux de savoir. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres? Oui, donc on a une moyenne de 10 500 par vache en ce moment là. Juste au dernier laiterie, dernier ticket laiterie, on était à 34,5 litres de lait avec un 33 en TP et 38 et quelques en TB, au moins de matière grasse en ce moment. Et tout ça avec 2,5 kg de soja, un coût de ration qui ne coûte pas cher. Et on peut allier performance technique et économique. Et attente sociétale. Et attente sociétale en même temps. Voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est très bien. Est-ce que tu as une étape? La suite, c'est quoi? Du coup, parce que ton système est déjà bien calé, est-ce que tu as envie d'aller plus loin là-dedans? Oui, je me suis posé la question il y a à peu près 2 ans. Pourquoi pas aller plus loin vers le bio? Et en fait, parce que la société attend plus que le producteur, la France devienne plus bio. Et en fait, en faisant le tour de la question, moi j'ai une exigence, c'est que je ne veux plus labourer mes sols. Je vais conduire en TCS et en semi-direct parce que je vois beaucoup d'évolution sur mes sols, des sols qui sont beaucoup plus vivants, où on voit beaucoup plus de faune sur mes sols. La preuve, cette année, j'ai eu 2 couvées de perdrix sur mes terres. Et donc, s'ils ont à manger, ils ont plus de facilité à se reproduire. Et donc tout ça, plus l'accès au pâturage, parce qu'il faut savoir que j'ai que 21 arbres accessibles pour mes vaches laitières. Donc ça compromet quand même la façon de produire avec beaucoup plus d'herbages. Et le fait de vouloir garder un système assez productif, c'est dans mes convictions. Je suis plutôt partant. Puis j'aime bien voir des vaches avec le pied tendu le matin quand je vais à la salle de traite. Et voilà, c'était plus en corrélation avec mon état d'esprit. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester en conventionnel, mais tout en continuant à aller dans cette démarche de préservation de l'environnement et d'autonomie protéine. Et justement, là, j'aimerais bien, pourquoi pas essayer de produire ma protéine plutôt que de l'apporter des Amériques. Pourquoi pas faire du soja, de la févrole, des pois, je ne sais pas encore, je cherche. Je sais que le CETA travaille, ont mis des essais en place pour savoir comment adapter ces cultures-là à notre région, à notre élevage, et savoir s'il y a vraiment un lien économique, technique et environnemental. Ok, donc là, tu vas rentrer dans les essais avec le CETA. Oui. Donc, à cette rentrée-là, je rentre référent. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport aux attentes sociétales ou un petit mot de conclusion pour ton témoignage? Non, pas forcément. Après, les attentes sociétales, il y a ce que vivent les agriculteurs et ce que vivent qu'attendent les citoyens et ce que font les agriculteurs. Je pense que, notamment sur le bien-être animal, on voit bien, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en connaissent le moins. Et je pense qu'on peut. C'est les agriculteurs, quand même, qui savent comment quel est le bien-être de l'animal, puisqu'on passe énormément de temps avec eux. On voit bien quand une vache est en bonne santé, quand une vache est bien, quand un cochon est bien. On voit tout ça. Donc voilà, je n'ai rien d'autre je trouve. C'est très bien. Merci Maxime pour ce témoignage. De rien. On va enchaîner avec la suite. Merci Maxime, merci Anne. Donc je prends le relais. Maintenant, on va écouter le témoignage de Tiffaine Chattal, qui est installée à Nivillac
Et elle est sur un atelier lait, une ferme pédagogique. Donc, je lui laisse la parole à Tiffaine et puis on interagit quand ce sera nécessaire. Bonjour Tiffaine. On ne l'entend pas. Faut qu'elle rative son micro, Tiffaine. Voilà. Ah, c'est mieux. Non? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Vas-y, Tiffaine. Eh ben, bonjour. Donc, moi, je suis Tiffaine Chatal. Je suis installée donc, avec mon conjoint et ma maman sur Niviac, donc en vache laitière. On a 80 vaches laitières. On produit 800 ml de lait par an. Et depuis l'année dernière, on a ouvert une ferme pédagogique où on accueille des groupes, donc des écoles, des centres de loisirs, des EHPAD, des personnes en situation de handicap et aussi des familles l'été pendant les vacances scolaires. Voilà. Et donc, Tiffaine, toi, tu t'es installée en quelle année avec ta maman et ton ami? 2014. D'accord. Et toi, dans l'idée, quand tu t'es installée, tu avais cette idée de ferme pédagogique dans un coin de la tête ou c'est venu vraiment explique-nous un petit peu ton cheminement. Tu m'as parlé que tu travaillais avant dans un centre équestre. Ouais. Et tu expliques un peu ta démarche. Et auparavant, j'étais animatrice en centre équestre et on utilisait en fait le poney comme support pour faire venir plein de messages aux enfants. Et du coup, voilà, j'aimais bien ce côté animation et j'avais vraiment envie de me coller à la ferme comme ce serait possible. Donc, en m'installant, j'avais ce projet en tête. On l'a préparé durant de nombreuses années parce que ça ne s'improvise pas d'accueillir des classes. On accueille jusqu'à 50 enfants en même temps, donc il fallait que ce soit vraiment prêt. Donc voilà, on a pris le temps et puis aujourd'hui, ça y est, on a ouvert l'année dernière et donc maintenant, ça commence à rouler, donc c'est chouette. Donc, puisque tu nous parles de ta ferme pédagogique, on parle aujourd'hui de demande, mais la première demande et la première exigence, c'est telle l'exigence administrative de mise aux normes. Comment tu as vécu ça? Eh c'était un peu compliqué au niveau de l'accueil. En fait, il faut que la ferme elle soit catégorisée donc établissement recevant du public, donc de 5e catégorie, donc comme un commerce. Donc voilà, il y a ce côté-là qui était un peu plus compliqué administrativement, mais après, voilà, globalement, c'est pas très très compliqué. Moi, j'avais la chance que j'avais déjà une formation dans l'animation et dans l'accueil d'enfants, donc tout ce côté-là, ça me faisait pas trop peur. D'accord. Et puis tu nous expliqueras tout à l'heure peut-être quels ateliers tu as sur l'exploitation au niveau de la ferme et de l'atelier lait. Est-ce que toi, quand tu t'es installé, tu avais cette attention, déjà comment tu percevais la demande de la société, des consommateurs, des riverains par rapport à l'agriculture? Visiblement, tu as vécu dedans avec tes parents. Oui. Du coup, comment tu perçois cette demande? Est-ce que voilà, tu la vis mal, tu la vis bien, tu t'en fais fi, tu vas sur ton raisonnement et tes objectifs? Comment tu la perçois avant de dire après quelle démarche tu as mis en place? En fait, c'est vrai que les gens ne connaissent pas l'agriculture, ils ont l'impression de savoir par ce qui se passe aux médias ou sur Internet, voilà. Et voilà, beaucoup sont persuadés de savoir comment ça fonctionne, mais au final, ils ne connaissent pas grand-chose. Et comme on est effrayé parce qu'on ne connaît pas, je trouvais que le meilleur moyen de leur faire comprendre ce qu'on vivait, comment on le vivait et pourquoi on faisait les choses, c'est de leur montrer de l'intérieur, quoi. Donc là, le fait d'accueillir les gens sur une vraie ferme en fonctionnement, et notamment à l'heure de la traite, voilà, on leur montre concrètement notre travail, on leur montre nos animaux, voilà, nos terres, et ils voient d'eux-mêmes en fait que ça se passe bien. Oui, tu m'avais dit, en fait, voilà, je trouve complètement normal que les gens veuillent savoir ce qu'ils mangent. Il ne faut pas avoir peur de la vérité, mais la connaître. Donc, toi, tu ouvres tes portes. C'est la méthode, c'est ton adaptation à la demande, quoi. Oui, ouais. En fait, bien souvent, les agriculteurs ont peur d'ouvrir les portes, de peur d'être décriés, mais en fait, les gens, 9 fois sur 10, ils viennent avec beaucoup de bienveillance, ils viennent pour comprendre, et ils n'ont pas peur de la vérité quand on leur explique que ça, on ne le fait pas encore hyper correctement parce que on manque de trésorerie, ou qu'on n'a pas le temps, ou que les parents sont encore là, il y a des choses qu'ils ne vont pas forcément accepter comme changement. Et les gens, ils sont capables de l'entendre, qu'on a besoin de temps, mais il faut leur expliquer, en fait. Donc, c'est l'idée vraiment, c'est de les accueillir et de leur dire voilà, ça, on sait le faire. Là, ok, vous ne trouverez jamais rien, vous ne trouverez pas meilleur que la France pour ceci ou cela. Après, ça, effectivement, là, je suis un peu moins bonne. Il me faut ceci ou cela en plus pour aller à ce niveau-là. Donc, voilà, on leur explique et puis ils comprennent, ils voient bien que
comprendre que ce n'est pas fait en un jour. Et, voilà. Donc, Justement, est-ce que tu peux nous donner une idée un petit peu, je sais pas, 2 ateliers par exemple, peut-être de ce que tu as mis en place? Est-ce que c'est toi qui les as mis? Qui c'est qui? ouais. Est-ce que tu les construis toi-même? Oui, alors c'est nous qui avons créé les ateliers. Donc, pour les écoles, on fonctionne vraiment sur des sous-groupes. Donc, il y a, par exemple, si on en accueille 50, il y a 4 activités et les enfants vont tourner sur 4 activités. Donc, ça va être notamment la présentation de la traite des vaches, le nourrissage des animaux. On a des petits animaux en plus, surtout pour les tout petits. Parce que bon, la vache, c'est quand même pas l'animal le plus accessible au monde. Donc, l'idée, c'était d'avoir des animaux à leur taille pour qu'ils ne soient pas toujours un peu en recul des animaux. Et puis, on fait aussi des transformations, type faire de la farine, des choses comme ça, semer dans le jardin pédagogique, récolter. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est école et centre de loisirs. Et après, pour les familles, ce sont des activités, donc soit en famille. Alors là, en plus, avec le Covid, on a fait vraiment des formules très intimistes, où là, les gens venaient vraiment en famille visiter la ferme et faire des activités. Donc, pareil, soit faire de la farine, du beurre ou nourrir les animaux. Et en groupe d'une vingtaine de personnes, on leur faisait découvrir, en plus de la visite, la traite des vaches. Donc ça a vraiment hyper bien fonctionné. Les gens, ils sont super curieux et le fait de pouvoir rentrer dans une ferme, c'était… Voilà, on leur a fait leurs vacances. Alors, ce que je trouve super intéressant avec toi, c'est que tu invites à découvrir ta ferme à des jeunes gamins en fait et à des gens très âgés. Est-ce que les demandes, les attentes sont les mêmes ou est-ce qu'ils ont des yeux d'enfant aussi, qu'ils soient jeunes, vieux? Ben voilà, est-ce qu'ils ont les mêmes questions? Alors non, tous nos anciens, la plupart en plus, c'est des locaux, donc ils ont quasiment tous été paysans un jour dans leur vie, donc ils sont trop contents de venir voir ce que devient l'agriculture, voilà, comment évoluent les fermes, de voir les nouveaux les tracteurs, les salles de traite, les évolutions, etc. Puis de voir des petits jeunes reprendre les fermes, ça les réconforte, ils sont trop contents. Et puis les tout petits, alors eux, c'est vraiment de l'éveil. Et bien souvent, les familles qui emmènent les tout petits, ils ont un peu l'excuse des enfants pour venir à la ferme, mais finalement, c'est eux qui posent 36 000 questions sur l'agriculture. Donc c'est chouette en fait. Voilà. On accueille les enfants, mais on accueille surtout beaucoup les parents. Donc toi, avec tout ce que tu fais sur ta ferme pédagogique, et peut-être parce que j'ai vu que tu faisais partie d'un groupe médecine alternative, donc par tes pratiques aussi, tu penses répondre à ta manière à une demande d'où qu'elle vienne, quoi. Bah oui, on voit bien quand les gens viennent, et c'est vraiment ce qu'ils nous disent, qu'ils sont contents de pouvoir rentrer sur une ferme et de voir comment ça se passe. Donc moi je me dis, moi la première, ce que je ne connais pas va me faire peur, et donc je me dis que bah voilà, quand je ne comprends pas quelque chose, voilà, j'aurais pas forcément un bon discours sur cette chose-là derrière. Donc je préfère que les gens viennent voir comment ça se passe et qu'après ils en parlent à partir d'une vérité, quoi, et pas à partir de ce qu'ils ont vu à la télé. D'accord. Et on va s'approcher de la fin, mais c'est pour ça que je pointais un peu les médecines alternatives. Toi, tu réponds à autre chose encore dans ce domaine-là. Pourquoi tu es allé vers les médecines alternatives sur ton troupeau? Pour moi, en fait. En C'est conventionnel, en bio. en T'es en conventionnel. conventionnel? Ouais. Donc, on utilise des médecines alternatives conventionnelles. Alors oui, en fait, nous, on est déjà sur un système, un peu, voilà, on est très pâturant, on travaille beaucoup. Moi, avant, je suis dans le cheval aussi, et dans le cheval, c'est quelque chose, par exemple, l'ostéopathie, c'est quelque chose qui est utilisé très régulièrement. Et quand je me suis installée, d'office, on a fait venir des ostéopathes à la ferme. Il y avait beaucoup de choses qu'on utilise en équin que du coup, j'ai mis en place sur les bovins et que ça fonctionnait tout le temps. Le miel, l'argile, il y a plein de choses qui fonctionnent. Donc, du coup, après, moi, j'avais pas non plus énormément de connaissances sur les résultats des médecines alternatives sur les bovins. C'est pour ça qu'après, en intégrant le groupe, on a découvert plein de choses, l'acupuncture, enfin, ça va vraiment très très loin, donc ça permet vraiment de développer tout ça, quoi, d'aller plus loin. Ça fait 56, ces groupes-là. Tu dis que tu fais partie d'un groupe de groupes? Alors, 2 groupes, donc le groupe lait Van Testenberg, donc c'est un groupe lait de jeunes installés plutôt, et puis donc le groupe médecine alternative, et puis je fais partie du bureau de CEMAGRI, donc on participe aussi. Donc, Il y a une question qui me vient d'un internaute, là, Tiffany. Comment faites-vous connaître votre activité d'accueil pour toucher des publics divers? Alors, on a Facebook, Instagram qui a marché du tonnerre dès le début de la ferme pédagogique. On avait ouvert la page quelques mois avant l'ouverture de la ferme. Et en plus, on avait organisé un financement participatif par le biais de la plateforme Mimosa qui proposait en fait ce type de financement pour justement la promotion des fermes qui ouvrent à leur portes. Donc, on a profité de ça.
Donc, ça a vraiment bien fonctionné. Et puis ensuite, on a eu un énorme relais par la presse, une presse locale, donc Ouest France, Télégramme, etc. Et puis là, on a eu la chance en plus de participer au concours Graines d'agriculture qui m'a en plus là fait une pub monstrueuse sur le dernier mois. Donc, beaucoup la presse et les réseaux sociaux. D'accord. Et une autre question qui est un peu avez-vous parfois des questions critiques, notamment sur les bases des déjections, du glyphosate? On sait qu'aujourd'hui, il y a des polémiques déjà pour un oui ou pour un non sur ces sujets-là. Est-ce que toi, de ton côté, et de quelle manière tu leur réponds s'il y a des questions comme ça d'ailleurs? Est-ce que tu es tout à fait cash et transparente ou voilà. Comment tu fonctionnes? Ah oui, bah, clairement, enfin, moi, j'ai pas envie de leur mentir. Après, nous, voilà, on l'utilise. Alors, effectivement, on est aussi on essaye de tourner plutôt vers le non-labour. Donc, bah, c'est pareil, on leur explique. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, par exemple, on n'a pas envie de labourer les sols. Donc, on sait qu'on est dépendant aujourd'hui du glyphosate. On sème sous couvert. Parfois, ça marche pas. Bah, il y a des fois, voilà, on est obligé de reprendre le PV parce que bah, là, on s'est raté. Ou le climat n'était pas avec nous et du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc, après, on leur explique qu'on ne le fait jamais en fait comme ça tout le temps parce qu'on en a envie. On n'utilise pas les produits pour le plaisir, on l'utilise parce qu'on en a besoin. Exactement comme on prend des médicaments quand on est malade et on ne va pas en prendre à tout va tous les matins au petit-déj, quoi. Bah, et ça, les gens, ils sont capables de le comprendre. Mais il faut leur expliquer calmement. Enfin, voilà. Et souvent, il faut comparer à leur situation à eux en fait dans la vie de tous les jours et ils acceptent plus après qu'on utilise des produits. Bon, Tiffany, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, pour le fait, parce que ton message important, c'est d'ouvrir les portes pour montrer nous ce qu'on fait en tant qu'agricultrice. Tu as peut-être un autre petit point pour finaliser ton témoignage et puis on reviendra vers toi tout à l'heure, mais je te laisse finir en fait et je vais passer la parole à Fabrice. Ça va. Bah, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de fermes qui ouvrent les portes. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment un bon moyen de communiquer. Après, c'est évident que c'est pas forcément donné à tout le monde, ça prend du temps. Et puis, il faut être capable d'aborder les choses de manière très posée. Oui, des fois, il y a un peu des phrases un peu cinglantes. Il faut prendre le temps de répondre calmement et pas rattaquer ou retourner la question. C'est vraiment de dire la vérité, mais de manière pédagogique. Et les gens comprennent, vraiment les gens comprennent. Parfait, Tiffany. Merci. À tout à l'heure. Le message de Tiffany, donc Grisagris 56. Et autre témoin maintenant qui va intervenir, c'est Fabrice. Fabrice qui est installé à Donlou et qui fait partie du GEDA 35 et d'un groupe particulier qui s'appelle le GEDA Survivant. Donc là, peut-être qu'on va parler de non-labour encore. Voilà, Fabrice, je te laisse t'installer et puis on va faire comme ça aussi. Bonjour à tous. Fabrice, moi je suis installé sur Donlou. Donc je vais vous présenter notre ferme aujourd'hui, parce que je ne suis pas tout seul sur la ferme. Nous sommes 4 à travailler sur la ferme. Donc ma femme, Léna, Alexandre et Louise, nos collaborateurs, et moi-même. Donc nous élevons des vaches laitières et quelques vaches allaitantes. La ferme est en bio depuis juillet 2020 et on est axé sur le paraîtrage tournant dynamique. Donc, un petit historique de la ferme. L'installation, moi j'ai fait une installation progressive avec la reprise de la ferme de mes parents qui était plus viable économiquement. Il restait un atelier taurillon et un atelier porc qui avait été arrêté depuis une dizaine d'années. Et donc, j'ai gardé mon activité salariée dans un premier temps à temps complet. Et je suis passé, dans un premier temps, ça s'est passé comme ça. Ma femme m'a rejoint et a repris une ferme laitière qui était voisine de la ferme de mes parents. Et le changement a commencé à s'opérer à partir de ce moment-là. Donc, moi, j'ai diminué mon temps d'activité à l'extérieur pour m'installer complètement en 2018 au moment de la conversion en bio. D'accord. Et comment, donc, toi, Fabrice, tu es installé là, tu es à plein temps, vous êtes à plein temps vous êtes installé en bio maintenant. Oui. Et toi, est-ce que quand tu t'es installé avec Léna, tu avais cette préoccupation, tu avais l'oreille vers les demandes sociétales ou déjà tu avais ton objectif bien tracé? Alors,
Quand moi je me suis installé au départ, je n'avais pas forcément cette vision-là, j'étais assez jeune en plus à l'époque. L'idée d'abord c'était de maintenir la ferme surtout vivante dans un premier temps. Et par contre, quand Léna s'est installée, elle avait déjà beaucoup plus cette fibre-là et avait une volonté de passer en bio assez rapide. On a pris un peu de temps du coup. L'idée était bien de passer en bio derrière, mais on voulait d'abord adapter notre système, le maîtriser, parce qu'on ne connaissait pas du tout la production de lait. Donc déjà, il fallait maîtriser techniquement l'aspect laitier, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, là, vous en êtes arrivé à la photo de l'exploitation aujourd'hui. C'est quoi? C'est combien d'hectares? C'est combien de… Donc, la photo de l'exploitation aujourd'hui, c'est 85 hectares, un droit à produire de 400 000 litres de lait bio. Et la partie viande, c'est une vingtaine de bœufs à peu près sortis par an. D'accord. Et toi, donc là, le sujet aujourd'hui, tu le connais, hein, c'est vraiment les attentes des consommateurs, sociétales, la filière, etc. Qu'est-ce que toi, tu as fait sur ton exploitation qui répond à ces différentes demandes? Quelles demandes déjà tu as perçues et que tu trouves importantes? Ou, enfin, à toi de dérouler ça comme tu le veux. Hein. Qu'est-ce que tu as mis en place en fait? Après, on a mis en place au fur et à mesure des choses. Hein, donc, et puis on a évolué aussi nous-mêmes dans ce qu'on pouvait penser et nos façons de voir de l'agriculture. Et donc, on a mis en place différentes choses qui sont arrivées d'abord par le premier, ça a été l'arrêt du labour. C'était le premier déclic que l'on a eu et ça s'est passé suite à la rencontre de base et puis avec le GEDA Sol Vivant aussi. L'idée première, c'était ce qu'on a observé derrière aussi, hein, c'était de revoir les sols vivre et se développer différemment de ce qu'on pouvait voir avec le labour, quoi, hein. Et il y avait aussi un aspect temps et économique derrière qui jouait sur ces choix-là au départ. Mais de fil en aiguille, l'évolution du sol, en fait, quand on est parti dedans, plus on découvre un petit morceau au départ et au fur et à mesure, ça grandit et c'est comme une grotte, on n'arrive pas à s'arrêter. Et donc, toi, tu as encore passé un cap dernièrement parce que, tu vas nous dire ça, en fait, tu es allé vers le sujet de l'arbre, quoi, de l'agroforesterie. Tout à fait. Donc, alors, c'est un choix qu'on a fait au niveau de la ferme de réintroduire l'arbre dans la ferme. Donc, pas le réintroduire uniquement sur les bords de champs, mais l'introduire dans les parcelles. Le principe de l'agroforesterie, là, on a démarré par une première parcelle qui a été implantée cet hiver. Donc, il y a 800 arbres implantés sur 7 hectares. Et donc, l'idée, c'est de continuer. Et pourquoi l'arbre? Parce qu'on pense qu'il répond à beaucoup des besoins qu'on peut avoir par l'aspect biodiversité, par l'aspect stockage de carbone, par l'aspect, alors on a quelques arbres fruitiers, donc production de fruits et donc diversification des revenus et donc une meilleure résilience derrière face aux crises et à tout ce que ça peut entraîner derrière. Et il a encore beaucoup plus d'atouts. Donc, il y a tout ce qui est infiltration de l'eau dans le sol. Là, il répond vraiment à beaucoup de demandes. Alors que nous, on a au niveau de terre, mais que la société attend aussi derrière. Et je pense qu'elle est aujourd'hui prête à l'entendre. Alors, j'aurais pu poser la question à Maxime ou Tiffany, effectivement. D'où, au niveau de la demande sociétale, et Maxime, on va t'entendre si tu réponds après, mais est-ce que la priorité, c'est de satisfaire une demande sociétale ou c'est vous, visiblement, c'est plus, vous êtes en harmonie avec vous-même, quoi. Tout à fait. Le premier objectif, nous, c'est bien de l'avoir dans nos parcelles. C'était, alors, pour plusieurs choses. Il y a aussi pour faire de l'ombre à nos animaux, parce qu'avec le changement climatique,
il n'y a pas de mystère, hein, quand il fait, on a eu des journées à 40 et quelques degrés, quand on est en plein cagnard, on monte à 50. On est à l'ombre, on est à 35 ou à 30. Hein. Donc, même si le système, aujourd'hui, ils sont implantés, ils sont petits. Le problème de l'arbre, c'est que le plein effet va arriver qu'à partir d'une dizaine d'années. Donc, le temps est long avant de pouvoir avoir tous ces effets dans la ferme. Donc, on travaille sur du long terme. Et quand tu dis que tu travailles sur du long terme, justement, toi, tu réponds à la demande de tes enfants ou comment tu vois ça plus largement par rapport au contexte climatique, comme tu l'as souligné? Alors, il y a un peu de tout. Hein, donc, demande des enfants. Alors, ils sont pas forcément demandeurs dans un premier temps. Ils sont un peu trop jeunes pour l'instant. Mais de toute façon, alors, il y a cette côté de l'arbre, mais il y a un côté ferme aujourd'hui qu'on développe avec ce qu'on a toujours voulu, c'est que nos enfants aient envie d'aller à la ferme. Donc, par le biais, on pense que c'est plus facile d'avoir nos enfants qui viennent à la ferme quand il y a des animaux à aller chercher, typiquement au pâturage ou des choses comme ça, que quand il faut conduire un tracteur pour fourrager ou des choses comme ça. Quoi. Donc ça, c'était un premier aspect. Après, effectivement, travaillant sur du long terme, on a aujourd'hui des enfants qui sont intéressés. Après, est-ce qu'ils seront intéressés pour reprendre? Ça, pour l'instant, entre guillemets, c'est pas la question et c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais si ils étaient intéressés, l'arbre sera aussi une ressource économique pour eux, pour pouvoir diversifier et avoir une ferme qui est toujours productive et rentable à l'avenir. Alors, question qui vient de l'auditoire aussi, Fabrice. Plus pragmatiquement, quelles essences d'arbres tu mets sur tes parcelles? Dans quelles parcelles? Est-ce que c'est Donc là, on a choisi une parcelle qui était proche des bâtiments. Donc, nous, on a 2 sites. Donc, sur le site où on habite et où on a les jeunes animaux qui sont présents, donc les veaux avec les neurs et les plus grandes genisses. Et donc, le choix, c'était parce que c'était une grande parcelle, déjà à la base. Donc, c'était histoire de couper l'effet grandeur. Et donc, on a planté des arbres tous les 25 mètres pour avoir un effet, entre guillemets, pour casser l'effet grande parcelle, quoi. Pour que tous les insectes et tout ça puissent passer d'un arbre à un autre et qu'ils puissent traverser une rangée facilement aussi, quoi. Donc, et après, c'est évidemment, ils ne sont pas plantés en quinconce dans la parcelle, ils sont alignés. Donc, c'est facile de pouvoir travailler le sol si on le souhaite entre les deux, malgré qu'on ne le voit pas. Mais c'est facile de remettre en culture aussi derrière. Quoi. D'accord. Tu es appuyé par quelqu'un là au niveau des plantations, des conseils pour agencer tout ça ou c'est... Donc là, effectivement, là, on a été appuyé par Stéphane Sachette qui était dans le groupe GEDA Solvivant. Hein. Donc c'est avec lui qu'on a monté le projet. En fait, on cherchait déjà avant la rencontre avec Stéphane quelqu'un. On avait vu les projets agroforesterie, on était plutôt intéressés et on avait envie d'aller vers là. Mais on avait assez peu de personnes qui pouvaient y répondre. Quoi. Et on a eu aussi le département qui nous a aidés au niveau du financement des plans. Quoi. Alors, le temps passe vite, Fabrice. Je pense que, comme Maxime, tu étais dans une optique d'autonomie protéique. Si tu peux nous synthétiser vite fait, est-ce que tu prends du soja? Comment tu fonctionnes là-dessus? Donc, aujourd'hui, au niveau de l'alimentation de nos vaches, non, on a choisi donc d'arrêter les concentrés. Donc, on est en bio. Nos vaches sont nourries uniquement à base de fourrage et à base herbes pâturées essentiellement. Donc, le gros changement était intervenu 2 ans après l'installation de l'ENA, suite à la rencontre de John Bailey de Pâture-Sens, qui nous avait un peu ouvert les yeux sur la possibilité que les prairies offrent et les rendements qu'elles peuvent engendrer derrière quand elles sont bien conduites. D'accord. Intéressant aussi peut-être de finir là-dessus avant d'avoir des questions peut-être qui vont remonter. Toi, tu avais un projet
ne sais pas si tu peux en parler ou c'est vraiment un peu de billes là-dessus, c'était de faire de la vente directe. Oui, donc ça c'est pas encore démarré, c'est au tout début. Donc là, on est en train de travailler dessus. Le projet se concrétise, c'est encore assez, il y a encore des zones de flou aujourd'hui, mais effectivement, c'est d'aller vers la vente directe pour pouvoir renouer avec le consommateur aussi. Hein, c'est aussi un des points importants. Et les amener aussi un peu, enfin, c'est pas un peu, les amener aussi sur notre ferme. Donc, avec l'objectif d'avoir un magasin à la ferme. Et aussi, oui, tu avais parlé aussi d'avoir la possibilité d'avoir une ferme qui produit un peu tout sur l'exploitation. Ouais. Une forme de pas d'autarcie, mais de pouvoir tout produire, enfin, de pas mettre des œufs dans le même panier. Voilà, tout à fait. Donc, ça reste toujours l'objectif de diversifier. Donc, nous, on est inspiré par des fermes en polyculture élevage. Hein, l'idée, alors, c'est que on peut faire. Aujourd'hui, la prairie est capable d'accueillir beaucoup d'animaux, hein, que ce soit des volailles, des bovins, des cochons. Et on peut, je pense, développer des ateliers qui soient viables et à petite échelle et sur lequel il y a une symbiose d'un atelier à l'autre. C'est des principes un peu de permaculture ou de choses comme ça où un atelier sert à un autre pour les bienfaits. Par exemple, des volailles peuvent déparasiter les prairies pour que les bovins soient moins contaminés derrière. D'accord. Bon, franchement, on a eu un témoignage assez complet et concis. Là, il y a une question qui remonte aussi, et là, j'espère que je vais la poser à Fabrice, mais aussi à Maxime. On l'entendra, je pense, à nous. Donc oui, comment vos voisins agriculteurs, alors voilà, là c'est les agriculteurs, jugent-ils l'évolution de vos systèmes, TCS, sans labour, autonomie protéique, c'est quoi, quel est leur comportement quand vous discutez de ça? Alors Fabrice ou Maxime, dans leur que vous voulez. Après, on discute pas forcément de ce qu'on fait à nos voisins, donc après ils le voient forcément derrière. Pour l'instant, tout le monde nous dit encore bonjour, donc c'est que ça va, a priori. Après, il y a toujours le problème, effectivement, ça peut être. On a beaucoup de pâturage sur la ferme. Le gros risque, et ce qui nous fait effectivement le plus peur, c'est la sortie des animaux. On essaye d'y parer au maximum avec des clôtures qui tiennent à peu près la route. Mais on n'est pas à l'abri de tout ça. Donc après, mais non, je pense pas qu'il y ait des réticences. Et puis, je pense que tout le monde, comme tout le monde, les gens sont plutôt assez ouverts. Typiquement, là, on a aménagé une nouvelle parcelle dernièrement. On traverse une route, ce qu'on ne faisait pas auparavant. On a beaucoup de riverains qui se sont dernièrement. On voit du monde sur la route qu'on traverse. Donc, des gens, nos vaches ont été filmées plusieurs fois déjà. Donc c'est assez nouveau pour nous. D'accord. Est-ce que le comportement change entre les agriculteurs et les citoyens? Parce que les agriculteurs, il y a eu effectivement un système, c'est pas lieu de critiquer le système qu'il y a eu depuis 50 ans. Il y a des gens qui sont dans des pratiques, labour ou autre. Est-ce qu'ils sont curieux, comme il m'a été noté? Est-ce qu'ils sont dans la critique? Non, globalement, je pense que tout le monde est plutôt sur l'évolution et tout le monde cherche aujourd'hui à faire évoluer ses pratiques. De toute façon, personne n'est contre les citoyens. Enfin, tout le monde travaille pour travailler le mieux possible. Et je pense que chacun fait du mieux qu'il peut. Quoi. Donc après, à la vitesse de chacun. Quoi. Donc, Maxime, donc oui, voilà, je vais te passer la parole. Voilà, comment tu vois toi ton voisinage, les copains, les agriculteurs, comment ils considèrent tes pratiques qui sont novatrices et qui vont vers Oui, donc les voisins, dans un premier temps, ils ont été surtout curieux. Curieux de ce que je faisais. Donc, quand j'ai commencé à implanter des métailles protéagineux avant maïs, hein, donc, je les récoltais un peu plus tard. Hein. Quand tout le monde avait fini son maïs, moi, je commençais à faucher. Et donc, remarque, c'est bien, on a le semoir dans la cuma quand tout le monde a fini. Maxime, est-ce que tu peux développer un peu les métailles protéagineux? Pourquoi en faire? Qu'est-ce que ça remplace? Qu'est-ce que ça donne comme solution? Donc, je me suis mis à faire des métailles protéagineux parce qu'avant, je faisais du RGI en dérobé, hein, tout simplement, avant maïs.
Et quand on commence à ne plus labourer ses sols, et dans le but d'essayer de me passer un peu du glyphosate aussi. Hein. Aujourd'hui, je suis complètement dépendant du glyphosate, mais j'essaye de trouver des techniques alternatives pour remédier à ça. Et donc, j'ai vu que le RGI, c'était un peu compliqué. Et puis, l'autre chose, c'est que quand on fait du RGI, on va travailler beaucoup plus nos sols, les sols sont plus durs. On n'a pas la même structure de sol qu'après un métail protéagineux. Et donc, c'était dans le but là que j'ai intégré ça dans mes rotations. Et dans le but aussi d'avoir une source de protéines fourragères. Et donc, aujourd'hui, j'ai commencé donc en 2016 plutôt, j'en ai semé 8 hectares et aujourd'hui, j'en fais 25. Et c'est très facile à faire. Hein, une fois que j'ai fauché, j'ai pris les déjections, un coup de déchaumeur rapide et je sème derrière. Soit en direct, soit en semi-simplifié. Hein. D'accord. Et ce que j'ai pu observer avec ces pratiques-là, avec notamment le métail, c'est qu'on a une très bonne structure de sol. Et aujourd'hui, on voit que les orages sont de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Hein. Les orages du mois de fin mai à début juin. Et juste une petite anecdote, l'année dernière, on a pris 45 mm dans l'espace d'une demi-heure. Et j'étais tout catastrophé quand j'ai vu ça. J'ai dit, mon maïs, il n'y a que 2 feuilles, ça va être catastrophique. Et donc, j'ai été, fini, voir une parcelle qui est en pente, une parcelle de 9 hectares qui est en pente juste à côté de chez moi. Là. Et là, il y avait de l'eau partout sur la route, de l'eau boueuse. Et donc, mon voisin, qui est en système plus traditionnel, et donc l'eau sortait de son champ couleur terre, couleur boueuse. Et moi, quand je suis arrivé sur mon champ, l'eau sortait aussi du champ, mais on voyait à travers. Et là, je me suis dit, tiens, on répond peut-être à des problèmes d'érosion avec ces pratiques-là. Alors justement, Maxime, et puis Fabrice aussi, du coup, après je vais revenir vers Tiffaine, mais est-ce que vraiment les élus, les collectivités, bref, les institutions sont conscients que vos pratiques amènent une plus-value environnementale par rapport au ruissellement, à l'érosion? C'est des phénomènes qu'on observe tous les ans. La terre perd de la matière organique. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce qu'on vous dit, ah oui, là, effectivement, vos pratiques, c'est vraiment une plus-value pour notre commune parce que les buses ne sont pas débouchées. Enfin, bon, voilà. Est-ce qu'ils en sont conscients de ça? Non, moi, à l'échelle de mon exploitation, non, pas vraiment. Bon, je pense on communique peut-être pas assez aussi là-dessus. On fait le travail, mais nous, on le constate. On constate les changements, mais peut-être qu'on communique pas là-dessus. Donc, non, j'ai pas. D'accord. Fabrice, toi, de ton côté? Non, la même chose, assez peu au niveau communal surtout. Après, au niveau départemental, il y a des politiques quand même d'accompagnement financières qui ont été mises en place et qui sont plutôt dans le bon sens, mais elles restent encore assez difficilement accessibles. Et les budgets sont souvent limités, donc ça incite assez peu au changement pratique. Tiffaine, je vais te redonner la parole. Toi, de ton côté, comment tu te situes? Parce que visiblement, vous n'êtes pas nombreux en ferme pédagogique. Comment tu te situes par rapport à la profession, aux autres agriculteurs? Et je peux revenir sur la question qui a été posée à Fabrice et Maxime. En fait, comment les élus, comment les institutions, comment la commune, voilà, comment tu es perçu dans tes pratiques, toi, c'est vraiment pas un profil habituel, quoi. Non. Alors, au début, les agriculteurs étaient plutôt sceptiques quant à mon projet. Concrètement, personne n'y croyait trop. Enfin, on avait un peu l'impression que c'était un espèce de rêve de gamine, une utopie où j'allais accueillir 2 écoles par an et que voilà, j'allais m'amuser. En fait, enfin, personne ne voulait croire à la création d'une activité économique sur la ferme. Donc, voilà, on s'est un petit peu débrouillé tout seul. Et même au niveau de la commune, j'avais fait des demandes pour avoir des panneaux, etc. Enfin, je n'ai pas vraiment été prise au sérieux. Après, bon, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, on n'est pas très nombreux à le faire. Donc, je pense qu'il y a besoin que je fasse une épreuve et que la ferme montre qu'il y a une activité, que ça fonctionne, que les gens viennent. Il faut que derrière, je pense que j'aurai un soutien, mais c'est vrai que ça s'est pas fait naturellement, on va dire. Et donc, Tiffaine, toi, par exemple, il y a une question qui était remontée là que j'avais oubliée.
y a eu en fait une question sur l'abattage des animaux. Au niveau de ta ferme pédagogique, est-ce que tu as à répondre là-dessus? Toi, on sait que le bien-être animal est très important, mais voilà, ça c'est un point qui crispe un petit peu la société en ce moment. Oui. Est-ce que tu as des réponses là-dessus? Comment tu t'y prends? Alors c'est toujours, et à chaque visite, on a la question. Déjà parce que ils voient assez rapidement que les animaux sont très proches de nous, qu'on peut les caresser comme on veut, etc. Donc nous, on a fait le choix aussi d'avoir des animaux, des petits animaux autres que les vaches pour pouvoir montrer aux gens la différence entre un animal de compagnie et un animal d'élevage. Que la relation qu'on a avec un animal d'élevage ne sera pas la même qu'avec un animal de compagnie. Et moi, après, je suis convaincue que moi, j'ai une préférence de voir mes animaux partir en viande plutôt que de croupir dans un champ en retraite où, soi-disant, on a l'impression de retrouver une belle vie. Je pars du principe qu'un animal qu'on a choyé au quotidien toute sa vie, si on n'est pas capable de lui apporter ça pour sa retraite, entre guillemets, il ne faut pas lui faire une retraite. Un animal, ça aime la routine, donc si on lui casse cette routine-là, on ne va pas le rendre heureux. Dans le cheval, c'est ce qu'on voyait un peu trop souvent, des chevaux qui avaient été choyés toute leur carrière et qu'on met en retraite pour soi-disant leur faire plaisir, mais un cheval qui a été au box toute sa carrière et qu'on met au fond d'un pré et qu'on va voir une fois par semaine, c'est pas sincèrement une belle retraite pour lui. Donc après voilà, on leur explique aux gens, on leur dit aussi que c'est aussi un revenu, la vache de réforme, qu'on en a aussi besoin, que par contre ce sera des produits transformés parce qu'on n'a pas, on n'a pas la texture au niveau de la viande. Donc voilà, ça on leur explique et puis ça leur permet aussi de découvrir parfois que le steak haché c'est de la vache de réforme. Donc, on en parle à chaque fois, ça vient toujours sur la table. Tout à l'heure je voyais pour l'abattage à la ferme, c'est pareil, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est encore très onéreux. Donc nous on en est loin sur notre ferme, ça c'est clair. Après oui, ça vient et tant mieux, c'est vraiment le seul maillon de la chaîne aujourd'hui qu'on ne contrôle pas. Donc on a vraiment un effort à faire là-dessus. Tiffaine, une question pour toi, hein, vraiment. Donc toi, économiquement, qu'est-ce que ça donne la ferme pédagogique? Parce que c'est vrai que c'est un profil de structure qu'on connaît peu au niveau des statistiques ou des chiffres. Ouais, nous, on a un objectif à long terme, si on veut. Enfin, en croisière, mon objectif, c'est de me rémunérer un temps plein. Donc là, actuellement, on s'était mis un objectif de chiffre d'affaires pour la première année. Alors il y a eu Covid là, donc au printemps, donc on n'a rien fait du tout. Mais en fait, concrètement, l'objectif que je m'étais mis en chiffre d'affaires, je l'ai quasiment atteint avec les 2 mois d'été là qui sont passés, alors qu'on l'avait prévu sur 6 mois, quoi. Donc ça nous apporte vraiment un revenu et je pense que voilà, une fois qu'on arrivera en croisière et qu'on arrivera à accueillir vraiment toute l'année, ça va vraiment nous permettre. Moi, le but c'est ça, c'est de me payer un temps plein. D'accord, Tiffaine, mais je peux poser la même question ou légèrement différemment au gars. Est-ce que vos choix de système pour répondre à une demande ou à votre exigence à vous, qui répondent aussi en termes de plus-value sociétale, environnementale et tout ça, est-ce que vos choix de système sont validés économiquement? Maxime, si tu veux répondre. Oui, moi complètement. Complètement. Juste depuis un chiffre, hein, depuis 2014, j'ai économisé grosso modo 45 tonnes de soja depuis que je suis parti dans un système en incluant mes prairies de fauche et mon métail protéagineux. Et donc, ça se traduit grosso modo, 45 tonnes de soja à 320 euros. C'est 15 000 euros de trésorerie en moins à sortir. Donc, bien sûr, hein, mon coût fourrager a légèrement monté. Hein. J'estime ça entre 4 à 5 000 euros. Mais globalement, l'impact économique est positif. Et donc, j'utilise moins d'engrais chimiques aussi, puisque mes bétails, je les sème et je les récolte. Je n'épand pas d'engrais dessus. Je consomme moins de fuel. Voilà, moi je ne regrette pas du tout d'avoir fait la bascule dans un système comme ça. Et en plus, chose personnelle, je prends du plaisir à travailler, énormément de plaisir à travailler. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important, un métier le métier qu'on fait. Hein. Il faut prendre du plaisir, on y est quand même assez souvent. Et quand on se plaît dans son travail, c'est tout de suite plus facile.
Fabrice, un écho là-dessus aussi sur ton système. Est-ce que ça te valorise toi, mais est-ce que économiquement, Donc, économiquement, pour l'instant, en tout cas, ça tient la route. Ça a permis déjà de m'intégrer, moi, sur la ferme, en premier lieu. Là, on vient d'accueillir récemment donc, deux nouveaux collaborateurs. Donc, les projets en cours devraient permettre aussi leur amélioration derrière. Donc, à partir du moment que ça arrive à rémunérer les personnes, moi, je considère que oui, ça tient la route. vous faites tous les deux écho au soja? Je retourne sur la demande au niveau du soja. Est-ce que votre réflexion du soja, vous, Maxime, qu'on utilise peu, toi, Fabrice, qu'on n'utilise pas, c'est vraiment une volonté économique pour être autonome et moins dépenser en concentré, etc. Ou est-ce que vos raisonnements suppression du soja, il est encore autre que ça? Je ne sais pas si vous voyez ou. Ah ouais, pour moi, c'est un peu les deux. C'est économique et aussi environnemental. J'estime que si on voit bien ce qui se passe au Brésil et tout autre, là, il y a de la déforestation. Là, je pense que le fait de faire des exportations de soja, on est la cause. Et donc, si on arrive à produire ici notre protéine pour satisfaire la demande de nos animaux, pourquoi pas? C'est un système gagnant-gagnant. Donc, nous, dans le choix du système qu'on a fait, le soja, on n'en a pas besoin, en fait. Donc, les prairies sont naturellement équilibrées et donc, ils ne nous apporteraient rien sauf à déséquilibrer nos vaches. Donc, il y a ce besoin déjà qui n'est pas là à la base. Et effectivement, d'un point de vue économique, c'est toujours mieux pour un ensuite. Et surtout, effectivement, tout l'impact au niveau déforestation, alors que ce soit en Amazonie ou que ce soit alors pour les autres aliments qui utilisent surtout de l'huile de palme ou des choses comme ça, c'est les mêmes problèmes et les mêmes impacts sur l'environnement, quoi. Je reviens du pragmatique, Fabrice, une question qui remonte. Quels arbres tu as plantés en fait? Donc on a fait un choix d'avoir 3 types d'arbres. Donc on est parti avec de l'arbre de haute tige. Donc lui, pour une valorisation plutôt en bois. Et donc sur des durées plutôt assez longues, de 50 à 60 ans. De l'arbre fourrager aussi, donc l'objectif qui puisse éventuellement servir d'alimentation ponctuelle pour les animaux en cas de déficit hydrique très important, de sécheresse très importante, et surtout qui puisse aussi remplacer la paille au niveau de l'élevage, parce que du coup il pourra être valorisé tous les 2 à 3 ans en copeaux. Pour supprimer ce point de dérogation qu'on a en bio, d'acheter de la paille conventionnelle. Donc, c'est aussi pour travailler sur cet aspect-là. Et le troisième type d'arbre, c'est les arbres fruitiers. Donc, là, avec l'objectif d'une valorisation sur des fruits verts. D'accord. Si on fait un peu la synthèse, on a encore un peu de temps, Anne. Si on fait un peu la synthèse en attendant d'autres questions, vous répondez à vos propres prérogatives en fait, parce que vous concevez l'agriculture comme ça, mais vous inscrivez votre ferme et votre activité vraiment à quelle échelle? C'est-à-dire une échelle purement agricole ou une autre échelle que ça, vu l'environnement que vous préservez? Comment, je ne sais pas si vous saisissez la question. Ouais, alors nous, on travaille d'abord effectivement pour l'instant présent, ça reste vrai, mais l'agriculture est un travail on travaille avec la nature, donc automatiquement on est sur du long moyen terme. Et ce qui est important également, c'est de ne pas détruire si on parle des sols, de ne pas détruire les sols et de les laisser fertiles pour les générations futures. Et on travaille clairement sur du long moyen terme. Il y a tous les aspects. On coche l'aspect présent parce qu'il faut bien effectivement un revenu aujourd'hui pour pouvoir rester là et être toujours présent dans une dizaine d'années. Si on n'arrive pas à être viable économiquement aujourd'hui, on ne sera plus là, on sera rayé de la carte. Donc, même si on a fait les plus belles choses au monde,
le fait de ne plus être là, c'est balayé directement, quoi. Maxime, et après Tiffaine, ou peu importe l'ordre. Non, je rejoins complètement Fabrice, hein. Je pense que les agriculteurs ont un rôle important à jouer dans cet équilibre environnemental. On est souvent décrié là-dessus, mais je pense qu'on a quand même un impact important dans cette gestion. Notamment avec le réchauffement climatique, on voit quand même que c'est ce qui bouleverse. Nous qui sommes en contact quotidien de l'environnement, on voit que ça change quand même beaucoup de choses. Et que vous êtes les premiers impactés. Les premiers impactés, oui, on est les premiers impactés par rapport à ça. Et si à un moment, on ne met pas des techniques ou des choses en place pour essayer de limiter cet impact-là, on va manger, je pense. Tiffaine, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Comment t'inscris ton exploitation, toi, dans la société, dans le monde? Est-ce que tu veux sauver la planète? Oui, c'est ça, ouais, on va sauver la planète. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un des plus beaux métiers du monde parce qu'il est tellement polyvalent. Enfin, on passe voilà, de tout ce qui est agronomie, bien-être du sol, biodiversité, entretien des paysages, à préservation des races, maintien voilà, d'une vie. Et on produit de l'aliment, quoi. Enfin, c'est quand même vital de pouvoir nourrir les gens. Et donc, moi, c'est vraiment que je trouve qu'on a un des métiers les plus vertueux et c'est dommage qu'il soit décrié autant. Alors, est-ce que vous sollicitez ou est-ce que vous êtes invité en fait à participer à des réunions avec des habitants sur vos communes? Pas la réunion, peu importe le profil que ça est, pour parler d'agriculture et de vos pratiques. Parce que j'ai l'impression que, alors il y a cet œil des médias un petit peu qui balance des trucs quand même. Dont vous êtes un peu victime, mais est-ce qu'on cherche à savoir, c'est peut-être ça la clé de voûte, est-ce qu'on cherche à savoir ce que vous faites véritablement, quoi? Parce que Tiffaine, toi, tu fais la démarche d'ouvrir ta ferme, mais si tu le faisais, on viendrait voir comment tu fais, quoi. Alors, est-ce que les communes vous donnent l'occasion d'avoir des réunions comme ça ou des choses comme ça? Pas forcément. Après, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a encore ce clivage un peu, alors au-delà du bio et non bio, il y a un espèce de clivage sur différentes méthodes, sur différents systèmes agricoles. Et souvent, les communes vont faire venir ou appeler ou mettre en lumière beaucoup de projets entre guillemets atypiques. Sauf que nous, en fait, les fermes laitières familiales, voilà, moi j'ai une ferme qui est représentative de 80% des fermes qu'on a en France, quoi. En fait, nous, on est tellement, on est banal. Donc finalement, on n'a pas besoin de parler de nous. Sauf qu'en fait, on fait partie de cette majorité qui s'occupons voilà, de notre biodiversité, de nos paysages, de nos animaux, etc. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que parler de l'atypique, c'est bien, mais parler aussi des systèmes de base, ça pourrait être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Maxime, Fabrice, rien à rajouter. Elle est parfaite, la Tiffaine, dans ce cas. Mais voilà, vous n'avez pas été concerté. Non, pas par des communes, mais j'ai accueilli, moi, beaucoup d'écoles sur mon exploitation pour leur montrer comment ça se passait, l'élevage. Comment on faisait du lait en partant du petit veau jusqu'à le passage dans la salle de traite. Et je me souviens, le dernier groupe que j'ai accueilli sur l'exploitation, c'est l'école primaire de ma commune, là. Et j'avais gardé 6 vaches pour la fin de journée pour leur montrer comment on effectuait la traite. Et là, il y avait 25 gamins, les yeux grands ouverts, et même les parents qui accompagnaient étaient vraiment stupéfaits de cette tâche quotidienne, bi-quotidienne même, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est toujours intéressant d'ouvrir sa porte aux petits et ça permet peut-être de changer certaines images ou certaines choses qu'on veut dire. Toi, Fabrice, tu souhaites communiquer un peu plus sur ta ferme, par la vente directe, ça se fera forcément, mais est-ce que tu aurais le temps? Est-ce que c'est ton souhait déjà de communiquer plus? Ouais, tout à fait. Après, comme Tiffaine et Maxime, de toute façon, le souhait, et puis à mon avis, le meilleur moyen de communiquer auprès des gens, c'est bien de les accueillir sur les fermes. C'est là que c'est le plus concret, c'est là que c'est le plus parlant. Les réunions tous en ville, ça reste toujours souvent des grands discours pour pas forcément beaucoup d'évolution derrière.
Donc, effectivement, notre objectif aussi d'aller vers la vente directe, c'est aussi d'avoir les gens qui viennent sur la ferme. C'est le meilleur moyen, à mon avis, de les éduquer et de leur faire prendre conscience de ce qui se passe dans nos fermes. Alors, une question qu'on n'a pas posée, effectivement, le souci de l'alimentaire pour vous, c'est comment ça rentre vraiment dans vos prérogatives premières ou de montrer comment faire un bon produit, si j'ai bien compris, c'est ça? Tout à fait, le souci de l'alimentaire, t'entends quoi par En fait, on parle beaucoup malbouffe, on parle beaucoup, et il y a des gens qui disent, ouais, il y a des animaux, les produits, on ne sait pas comment c'est fait, etc. Est-ce que vous trouvez légitime en fait cette demande de savoir ce que les gens mangent, quoi, en fait? Oui, tout à fait. Donc après, effectivement, le meilleur moyen de voir ce que les gens mangent, alors déjà, il faut que le consommateur soit prêt à payer ce qu'il veut aussi manger. Donc généralement, il souhaite manger des produits sains et bons pour l'environnement. Il faut qu'il sache aussi que c'est pas en prenant le premier prix qu'il aura ce produit-là. Aujourd'hui, il y a un aspect prix à mettre dans le produit et le consommateur, à chaque fois qu'il achète un produit, il choisit une politique agricole qu'il met en place derrière dans son environnement proche. Et donc, à mon avis, c'est important qu'il fasse les choix qu'il souhaite voir pour son environnement et pour sa santé derrière. Et qu'ils sachent effectivement quels efforts vous faites. Voilà, tout à fait. Et effectivement, l'agriculture française est très en avance aujourd'hui par rapport à ce qui se fait dans le monde, aussi bien pour l'aspect santé des gens que par l'aspect en préservation de l'environnement et gestion gestion d'environnement derrière. On s'approche de la fin. Dernière question qui va peut-être finaliser un petit peu ce temps d'échange qui a été super intéressant. Vous, déjà, comment voyez-vous votre structure à l'avenir, mais aussi comment vous voyez alors c'est une grande question, mais l'évolution de l'agriculture dans les 10 ou 20 ans, quoi. Du coup, est-ce que votre modèle qui répond à des demandes sociétales, etc., est plus résilient? Est-ce que vous ne le savez pas? Est-ce que le modèle qu'on a eu est derrière nous? Voilà, je ne sais pas. Maxime, tu veux peut-être comment tu te vois, toi? Bon, je vois par rapport à l'avenir. Bon, bah, moi, déjà, à l'échelle de mon exploitation, ça me convient. Donc, je vais encore améliorer mes pratiques pour essayer de devenir plus autonome en protéines et moins dépendre de l'extérieur et toujours en ayant un objectif environnemental d'être performant environnementalement et en productivité, quoi. Après, autour de nous, je pense qu'il faut que les agriculteurs reprennent leur métier en main. Il faut arrêter d'écouter un peu tout le monde. Enfin bref, je schématise un peu, mais et je pense en production laitière, il faut ramener l'animal à la terre. Il faut systématiquement garder le lien de l'animal à la terre, parce que si on part dans des systèmes où on dépend beaucoup de l'extérieur, pour moi, économiquement, c'est pas viable et sur une échelle d'exploitation, et puis on ne va pas répondre à toutes ces exigences sociétales et environnementales. D'accord. Fabrice, Stéphane, là-dessus, comment vous voyez un peu l'avenir? Et après, il y a une question que je vais faire remonter. Donc, nous, au niveau de l'exploitation, on est en constante évolution, donc ça va bouger. On a pas mal de projets encore dans le carton. Après, si on est encore là dans 10 ans, c'est que ça tient la route. Après, donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Stéphane, là-dessus? Nous, c'est pareil, notre système, il nous convient. On se sent respectueux de nos animaux et de notre environnement, donc ça nous va bien. Après, moi, je suis pour toutes les agricultures dans le sens où on a tous des fermes très différentes, des passés très différents, des possibilités. Il y a des gens qui s'installent sur des fermes avec de gros encours et qui doivent d'abord les rembourser avant de changer leur système. Donc, ils ne pourront pas faire une transition comme ça du jour au lendemain. Par contre, ce qui me paraît essentiel, c'est que les gens soient au courant de ce qu'ils achètent. Et ça, actuellement, ce n'est pas le cas et c'est très dommage parce que parfois, tout à l'heure, je parlais de premier prix. Parfois, le premier prix, il sort de la même usine qu'à une super grande marque, mais en fait, il y a un coût marketing que le consommateur va payer et ça, c'est pas normal. Enfin,
chacun devrait pouvoir être sûr de ce qu'il achète et du coup de pouvoir choisir s'il veut un système plutôt vertueux, tourné vers l'environnement et le bien-être animal, ou s'il préfère acheter du pas cher sorti d'une ferme plutôt industrielle. Mais il devrait pouvoir choisir. Merci Tiffany. Donc oui, on a du mal à finir en fait parce que là, ça rebondit sans arrêt. Là-dessus, bon, je reprécise hein, pour clore le sujet, c'est que toi, Tiffany, tu fais partie du Resagri 56 et plus précisément de CMAG 56. Fabrice du GEDA Solivant, donc GEDA 35, et Maxime du CETA 35. Quel groupe, Maxime, déjà? Garin. CETA Garin. D'accord. Le CETA Garin. Et justement, il y a une question sur les groupes là. Donc, est-ce que les gens, enfin, les groupes peuvent jouer un rôle dans ces changements? Est-ce qu'il y a des projets de groupe voilà, sur l'adaptation aux demandes multiples? Est-ce que ça vous aide, vous, dans les groupes, de la vie de groupe, de collectif, dans l'adaptation à ces demandes? Oui, enfin, pour ma part, c'est l'adhésion à plusieurs groupes qui nous a permis de façonner la ferme comme elle est aujourd'hui. Donc, et ça a un effet accélérateur sur la mise en place des choses derrière. D'accord. Merci. Oui, au sein du groupe CETA 35, il y a des essais menés, suivis par les animateurs. Et donc, il y a des expérimentations participatives aussi avec les adhérents. Donc, ça permet d'avancer chacun de notre côté. On essaye chacun de notre côté de faire des essais et on remonte les informations. Et après, si ça peut motiver les adhérents à pourquoi pas essayer ça chez eux ou mettre des choses en place chez eux, ça peut être que bénéfique pour la suite. Tiffany, du côté du Resagri? Nous, le groupe, ça a toujours été vital parce que on se nourrit en fait des avantages et des inconvénients des autres en fait, pour savoir ce qui va coller chez nous ou ce qui au contraire ne collera pas du tout. Et puis ça permet que le jour où on essaie quelque chose, on sait qu'un tel ou un tel il a déjà essayé, c'est de lui passer un coup de fil et lui dire regarde, moi j'ai fait un truc, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, comment ça fait toi? Et tout de suite, ça permet d'aller beaucoup plus vite que si on restait seul dans son coin avec un bouquin pour voir comment ça marche. Donc, pour nous, ça a vraiment été vital pour l'évolution, que ce soit le pâturage ou le sans-labour, etc. C'est vraiment grâce au groupe qu'on avance. Donc voilà, on va clore là-dessus. Je pense qu'il est 15h15 là. On vous remercie tous et l'auditoire qui était présent. Je remercie aussi au nom de la FRGEDA Bretagne et Tram le soutien financier du Crédit Mutuel, de l'Actéus et de Groupama. Et puis, c'est le deuxième et dernier webinaire. Donc, peut-être que cette forme-là sera pérenne pour l'an prochain. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très convivial, très instructif, très dense. Et donc, on remercie tout le monde. Fabrice, merci pour le GEDA. Maxime, merci pour le CETA. Et Tiffany, merci pour le Resagri 56.